Dans le monde corporate, les entreprises dépensent des sommes énormes et considérables pour paraître plus humaines, plus proches et plus accessibles. Quand tu es une entrepreneur indépendante, tu n'as pas besoin de fabriquer cette présence humaine, puisque cette présence, c'est toi. Tes clientes peuvent t'entendre parler, comprendre ta façon de travailler, suivre ton parcours, avoir l'impression de te connaître avant même de t'avoir rencontré. Et ça, c'est un avantage commercial énorme. Mais quand ton nom, ton visage, ta réputation et ton entreprise finissent par ne faire qu'un, une autre question apparaît, c'est: est-ce que je construis une marque forte ou est-ce une entreprise qui ne peut plus exister sans moi? Quand on parle de marque personnelle, on pense généralement à la visibilité. Publier sous son nom, prendre la parole, montrer son visage, partager ses convictions et rendre son activité plus humaine. L'incarner. Mais le personal branding ne change pas seulement ta communication, il peut modifier beaucoup plus profondément ta manière dont ton entreprise fonctionne, dont les clients te choisissent et dont ton activité pourra évoluer par la suite dans quelques années. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'à partir du moment où tu deviens ta marque, les clientes n'achètent plus uniquement une prestation, elles viennent chercher ta manière de réfléchir, ton regard sur une situation donnée, tes convictions, ton énergie et l'expérience particulière qu'elles pensent pouvoir vivre avec toi. Et cette incarnation peut te permettre de créer beaucoup plus rapidement de la confiance et de ne plus être comparé uniquement sur tes prestations ou tes tarifs. Bref, tu sors un peu du côté catalogue. Elle peut aussi rendre ton activité extrêmement dépendante, malgré tout, de ta présence. Alors la question du coup, c'est: est-ce qu'il faut vraiment aller vers l'incarnation même de la marque en son nom? Je pense qu'il n'y a pas vraiment de réponse claire. C'est ni le oui, ni clairement le non. Mais que le sujet, lui, est plutôt de savoir ce que je peux rendre indissociable de moi et ce que mon entreprise doit apprendre à porter sans moi. Et là, je trouve que c'est une frontière qui est pas toujours simple, parce qu'on fait toujours tout seul, avec sa façon de penser, etc. Mais je vais te montrer dans l'épisode du jour qu'il est possible de faire autrement et qu'il est possible de se détacher de ça tout en continuant de l'incarner. La posture « je suis ma marque » consiste à construire une activité dans laquelle son nom, son histoire, ses valeurs et sa façon de voir son métier occupent une place centrale. Ce n'est pas simplement signer, ça va au-delà, ce n'est pas simplement signer des publications avec ton prénom ou mettre ton portrait sur ton site, c'est aussi accepter que les personnes qui achètent, ne se limitent pas à une prestation visible. Une cliente peut trouver plusieurs consultantes capables de l'aider sur une même problématique. Elle peut comparer les méthodes, les tarifs, les délais, les livrables, les outils. Mais au final, elle ne choisira pas seulement une liste de compétences, elle choisira aussi la personne avec laquelle elle se sent comprise et celle celle qui partage avec elle la même façon de voir les choses. Et c'est seulement à cette personne-là qu'elle sera prête à confier une partie de sa problématique, que ce soit lié à son entreprise ou à quelque chose de plus personnel. Et c'est en cette position-là, et c'est là vraiment que l'incarnation de sa marque et de son entreprise devient le vrai levier commercial. J'en ai déjà parlé dans des épisodes précédents. Ton entreprise devient alors le prolongement de ta manière d'exercer ton activité. Et cette proximité donne à une entrepreneure indépendante comme toi ou comme peut-être tes futures clientes un sacré avantage qu'une grande entreprise a beaucoup plus de mal à reproduire. Et si on fait la comparaison du corporate, donc des grosses boîtes, qu'est-ce que le corporate doit construire lui, que toi, tu peux incarner beaucoup plus facilement? Au moins, ça va te permettre d'éviter de te comparer avec des grands groupes. Tu as beaucoup plus d'avantages à être indépendante et tu vas voir pourquoi.
Une grande entreprise, elle construit la confiance grâce à plusieurs éléments, son ancienneté, sa taille, ses références, ses procédures, la reconnaissance de son nom, mais aussi à la taille de son budget com, on va pas se mentir. La confiance repose dans ces cas-là, sur une structure qui probablement existait avant les personnes qui la représentent aujourd'hui et qui continuera probablement d'exister après leur départ. Les personnes passent, l'entreprise et la structure continuent d'exister en l'état. Chez une entrepreneur indépendante comme toi, comme moi, la confiance, elle peut se construire autrement et parfois beaucoup plus rapidement. Une personne écoute plusieurs épisodes de podcast, elle lit tes publications, elle observe ta manière dont tu réponds à une question sur un commentaire, ou elle découvre les choix que tu fais dans ton activité. Bref, peu à peu, elle comprend comment tu réfléchis. Elle apprend vraiment à te connaître. Et lorsqu'elle va réserver un appel, quand elle décide de franchir le cap, d'entrer en contact direct avec toi, elle ne te découvre pas complètement. Elle possède déjà des éléments sur ta façon de travailler et elle sait déjà en gros si ta façon de faire peut lui convenir. Elle a déjà une partie de la réponse en fait quand elle prend l'appel. Et la conversion commerciale, à ce moment-là, elle commence pas de zéro, puisqu'elle a déjà plein d'éléments sur toi. Il y a une grosse partie du boulot qui est déjà faite. Et ça, c'est un énorme avantage. Parce qu'en gros, la seule chose qu'elle vient vérifier, si ton approche et vos personnalités peuvent matcher. Et elle n'a plus besoin d'aller vérifier tes compétences, ton expertise et de savoir si elle va te faire confiance ou pas, parce que ça, elle l'a déjà validé à travers ce que tu publies. Donc, tu peux également décider d'aller beaucoup plus vite dans les décisions avec la marque et dans ce que tu vas défendre. Parce que tu n'as pas besoin de faire valider telle ou telle prise de position par 5 services différents par rapport aux grandes boîtes. Tu peux réagir plus rapidement, tu peux nuancer une idée comme tu le souhaites, raconter une expérience récente ou faire évoluer ton discours sans attendre une longue chaîne de validation qui vont prendre du temps et qui vont nécessiter des réunions, etc. Toi, en tant qu'indépendant, tu es ultra réactive. Et cette liberté, elle te permet d'avoir une parole beaucoup plus identifiable. Là où une entreprise plus importante doit souvent produire et avoir des discours plus consensuels, beaucoup plus lisses, parce qu'ils doivent représenter des centaines ou des milliers de personnes. Ils ne peuvent pas avoir des positions très tranchées. Cette position, cette différence d'incarnation entre une grande boîte et toi, malgré tout, elle a un revers, parce que dans une grande entreprise, la parole engage une entité. Alors que dans une marque personnelle, elle engage directement la personne. Et derrière une entité se cache X personnes qui travaillent dedans, donc c'est noyé. Et là, quand il s'agit de toi, ce n'est plus le cas. Dans la marque personnelle, qu'est-ce qui change vraiment dans la relation commerciale? Lorsque ton activité est fortement incarnée, tes prospects ont plus de difficultés à te comparer par rapport à un catalogue, à une liste de tarifs, une liste de prestations. La comparaison est plus compliquée. Et tant mieux. 2 professionnels peuvent proposer une prestation relativement proche sur le papier. Pourtant, elles ne posent pas les mêmes questions, ou elles ne s'interrogent pas sur les mêmes sujets. Elles ne donnent pas la même place à la relation client. Elles ne remarquent pas les mêmes détails dans les problématiques et elles ne défendent pas les mêmes convictions. C'est ça la singularité. Et en montrant cette différence, tu ne deviens pas incomparable entre guillemets au sens strict, parce que tes prospects continueront d'examiner les différents choix qui leur sont proposés en fonction de leur budget, de leurs priorités et potentiellement des autres solutions qui peuvent être proposées autres que la tienne. En revanche, si tu leur donnes des critères de choix qui dépassent la liste des livrables, ils vont pouvoir se dire, et c'est en ça que c'est plus intéressant, c'est en fait avec elle que je veux vraiment travailler. Parce que sa façon d'aborder mon problème à moi, toujours le côté effet miroir, correspond clairement à ce dont j'ai besoin. La marque personnelle permet à ce moment-là de créer un attachement qui dépasse juste la présentation de l'offre. Une personne peut commencer à te suivre pour
ton podcast, découvrir ensuite une de tes formations, une prestation, un nouveau format plusieurs mois plus tard. Bref, elle s'intéresse à tout ce que tu proposes et ça dans la continuité de la vie de ton activité et dans la façon dont toi tu portes le regard sur ton activité. Et cela peut faciliter certaines évolutions malgré tout dans la façon dont tu exerces ton métier, à condition que si tu changes un peu d'outil ou de vie, ou tu te réalignes, ou tu te reconvertis, tout est possible à partir du moment où tu es dans une marque personnelle, à condition que les changements soient compris. Parce que une communauté ne suit pas automatiquement tous les pivots, les bifurcations, sous prétexte que sous prétexte que la communauté, elle apprécie la personne. Il faut pouvoir tout expliquer. Elle peut suivre une évolution, alors seulement lorsqu'elle se retrouve ou qu'elle retrouve un fil conducteur entre l'ancienne activité et la nouvelle. On peut pas passer expert comptable avec une communauté bien particulière à community manager dans le domaine du soin animalier. Là, la communauté, elle comprendrait pas. Et tout s'explique en fait. Ils aiment la personnalité, la communauté suit la personnalité, mais on ne peut pas tout faire non plus et n'importe comment parce qu'on incarne sa propre marque personnelle. Et qu'est-ce qui fait que le switch, par exemple, dans un repositionnement fonctionne? C'est parce que il y a un fil conducteur entre tes deux activités, parce que ce sont tes convictions et peut-être les problèmes que tu veux résoudre et la façon dont tu souhaites les résoudre. Mais il y a un petit risque malgré tout qui apparaît lorsque toute la valeur perçue de l'entreprise repose uniquement sur la présence personnelle du dirigeant. Si chaque vente dépend d'une publication de ta part, si chaque prestation doit être réalisée uniquement par toi, si personne ne peut expliquer ta méthode sans toi, et si ton activité ralentit dès que tu souhaites prendre un petit peu de repos, alors il y a un problème parce que tu n'as pas seulement construit une marque personnelle très forte, tu as aussi créé un système dont tu es l'unique moteur et créateur. Et ça peut générer un sacré goulot d'étranglement dans la croissance. Parce que cette dépendance, elle peut devenir particulièrement lourde lorsque ta visibilité repose sur un rythme de publication que tu ne peux pas maintenir, par exemple. Tu peux finir par croire que te reposer ou prendre du repos va fragiliser ton activité, ou que déléguer une partie du travail va décevoir tes clientes qui sont venues uniquement pour toi. Ça, c'est le coût le plus visible. Mais il y a un coût un petit peu plus caché, un petit peu plus intime, quand ton entreprise porte ton nom et ton visage, c'est le fait qu'une critique personnelle peut être reçue comme une remise en question complètement personnelle. Une cliente insatisfaite ne critique pas seulement un processus ou une prestation dans le sens où tu peux avoir la sensation qu'elle critique ta personnalité, ta valeur ou ta légitimité. La frontière à ce moment-là entre mon travail ne répond pas à son attente et je ne suis pas à la hauteur devient beaucoup plus difficile à maintenir. Et plus ton image est centrale, plus l'avenir de l'entreprise dépend de tes propres choix. Si tu souhaites vendre ton activité à un moment donné, transmettre certaines prestations ou te retirer progressivement, il faudra avoir construit autre chose que ta notoriété qui est plus basée sur la méthode, les processus, une propriété intellectuelle, mais une équipe, une expérience client qui pourrait être identifiable, une marque capable de prendre le relais. Mais alors, comment au final incarner sans tout confondre? La première frontière à poser concerne ce qui est intime et ce qui reste privé. Incarner ton entreprise ne t'oblige pas à documenter ton quotidien, ni à transformer chaque événement personnel en contenu. Il ne s'agit pas de devenir influenceur ou influenceuse. J'en ai fait un épisode de podcast précédent. Je t'invite à aller l'écouter. Tu peux être très présente dans ta com en parlant de tes décisions professionnelles, de tes convictions, de tes erreurs de jugement, de tes critères de qualité ou ta façon dont tu accompagnes une cliente. Tu peux montrer comment tu réfléchis sans donner accès à toute ta vie.
La question à te poser n'est donc pas jusqu'où je dois me dévoiler pour paraître authentique. Ce serait plutôt qu'est-ce que mes clientes ont besoin de comprendre de moi pour savoir comment elles vont travailler avec moi. La deuxième frontière concerne ce qui doit rester attaché à ta personne et ce qui peut devenir un actif. Et là, c'est ultra intéressant d'aller creuser ce sujet. Si tu utilises toujours la même manière d'analyser une situation, de préparer une entrevue, de conduire un accompagnement ou de faire émerger les idées de tes clientes, cette méthode mérite d'être documentée et nommée. Parce que ce travail ne retirera en rien ta personnalité. Au contraire, il va montrer ta valeur et qu'elle ne repose pas seulement sur ton intuition ou ton aisance relationnelle. Elle va montrer que tu possèdes une façon de faire qui peut être expliquée, améliorée, transmise et peut-être même utilisée un jour par quelqu'un d'autre. Et là, on parle de vraie croissance. Et là, on parle de l'incarnation qui reste la même, mais tu ne deviens pas le seul moteur de ton entreprise. La troisième frontière concerne ta visibilité. Ta parole peut être le point d'entrée de ton entreprise sans être son unique source d'alimentation d'oxygène. Ton podcast, tes prises de parole ou tes entrevues peuvent installer la confiance. Et c'est surtout en ça que tu utilises ces outils. Mais derrière cette présence, ton site, tes offres, tes ressources, tes méthodes et ton expérience client doivent permettre à la relation de continuer sans que tu aies besoin de te rendre visible tous les jours. Si je dois faire une conclusion de ce que j'ai développé jusqu'à présent, dire « je suis ma marque » peut être une manière très forte de prendre ta place. Tu assumes ton regard, ton parcours, tes valeurs, ta manière d'exercer ton métier, au lieu de cacher tout cela derrière une communication suffisamment lisse et timide qui pourrait totalement être faite et convenir à tout le monde. Mais tu n'es pas obligé de devenir toute ton entreprise. Ta personnalité peut créer la connexion. Ta parole peut installer la confiance. Ton histoire peut rendre ton positionnement plus accessible et compréhensible. Et derrière cette incarnation, tu peux construire des méthodes, des offres et des actifs qui ne disparaîtront pas lorsque tu éteindras ton téléphone le soir, par exemple, ou que tu partiras en vacances. La marque personnelle devient alors une porte d'entrée vers plus grand, vers autrement, et non plus une petite cage dorée. Avant de terminer cet épisode, tu peux regarder ton activité avec 3 questions. La première, c'est qu'est-ce que mes clients viennent chercher spécifiquement chez moi? Qu'est-ce qui fait ta singularité? Qu'est-ce qui, dans ma manière de travailler, pourrait être nommé ou documenté? Et si tu cessais de publier pendant 1 mois, qu'est-ce qui continuerait à faire vivre ou à vendre dans ton entreprise? Tes 3 réponses à ces questions vont te permettre de voir si ta personne nourrit ta marque ou si ta marque dépend déjà entièrement de ta personne. À quel niveau, à quel stade tu te situes? Et si tu voulais conserver les avantages d'une marque incarnée sans placer ton visage au centre de toute ta communication, ce qui pourrait être une autre façon de faire, je t'annonce déjà que dans le prochain épisode, je vais explorer un deuxième modèle d'incarnation d'entreprise qui est celui de l'architecte, c'est-à-dire celui qui construit une marque capable de porter une vision très forte sans pour autant se confondre complètement avec la personne qui l'a créée. J'espère que cet épisode aujourd'hui t'aura permis de réfléchir un petit peu sur ta posture et t'avoir accompagné sur comment tu veux voir grandir ta marque et ton entreprise. En attendant du coup le prochain épisode, je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao!